En fait, Jean-Luc Mélenchon en 2017, ce qu'il essaye de faire, c'est pas d'abandonner la gauche, c'est de reconnecter la gauche au peuple. Quand on analyse ses discours de l'époque, c'est très flagrant. Il y a toujours des références à la classe ouvrière, il y a même des références à Marx. D'ailleurs, pendant toute la campagne, il porte un petit écusson rouge, un triangle rouge en fait sur sa veste, en souvenir des victimes communistes du franquisme. Donc il s'inscrit encore pleinement dans l'histoire de la gauche. Mais voilà, il a bien compris que la gauche, après un quinquennat Hollande, elle est quand même assez mal perçue pour tout un tas d'électeurs et de citoyens. Et donc, si on veut essayer de ramener aux urnes ces anciens électeurs de gauche qui sont petit à petit devenus abstentionnistes, il va falloir leur parler un peu différemment. Et pour s'adresser à eux, essayer de les séduire, il va adopter cette grammaire, disons, populiste. Jean-Luc Mélenchon, qui arrive à 600 000 voix du second tour, c'est la première fois depuis 1969 qu'un candidat à la gauche du Parti socialiste réunit autant de voix. Enfin, c'est une réussite. D'ailleurs, quand on fait des sondages auprès de l'ensemble des électeurs français, qu'ils soient de l'extrême gauche à l'extrême droite en passant par le centre, tous s'accordent à dire que la campagne de Jean-Luc Mélenchon est la plus réussie des 11 candidats en 2017. Et donc moi, de ce que je vois, de ce qui est aujourd'hui en train de s'expérimenter à 6 mois de la campagne de 2022, j'ai plutôt l'impression que les recettes de 2017 qui avaient quand même plutôt porté leurs fruits, vont être à nouveau appliqués 5 ans plus tard, moyennant évidemment quelques actualisations et ajustements, c'est normal. Plutôt que moment populiste, il appelle ça le dégagisme, en reprenant un terme des printemps arabes. Mais bon, son constat de moment populiste... C'est un mot d'ordre d'Amérique latine. Bien sûr, de la révolution citoyenne de Rafael Correa en Équateur, c'est vraiment ça. Et donc il sent bien que là, la classe politique installée, même y compris de gauche, elle est menacée en fait. Et de fait, on le voit, il y a plein d'indicateurs qui nous montrent que les partis sociodémocrates, travaillistes sont en train de perdre leurs militants, de perdre aussi leur base électorale. Il sent le vent tourner et donc il va essayer petit à petit de se détacher en fait de cette gauche socialiste issue du siècle passé pour créer quelque chose de nouveau, même si, comme vous l'avez dit, lui, c'est un vieux de la vieille qui a 30 ans de politique professionnelle derrière lui. Et bon, ça, c'est son constat. Il n'est pas le seul à le faire. Hein. Dans ces années-là, vous trouvez, moi, j'avais recensé plus d'une dizaine de livres en français qui s'intitulent Le moment populiste, l'ère populiste, le tournant populiste des démocraties. Enfin, il y a vraiment plein d'intellectuels qui font ce constat-là. Donc, il n'est pas il baigne dans un climat aussi, Jean-Luc Mélenchon. Mais lui, cette idée, il se la forge en regardant ce qui se passe en Amérique latine, parce que c'est vrai que les recettes du Fonds monétaire international, elles ont été appliquées 10 ans plus tôt en Amérique latine par rapport à ce qu'on a eu en Europe après la crise de 2008. Donc il se dit, tiens, est-ce que historiquement parlant, dans les trajectoires comme ça de long terme, l'Amérique latine n'est pas annonciateur de ce qui va se passer en Europe? Et après les, restructurations néolibérales de l'Amérique latine dans les années 90, il y a eu effectivement au début des années 2000 une percée de ce qu'on a appelé parfois des gouvernements populistes, parfois des gouvernements socialistes du XXIe siècle, c'est-à-dire Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa. Il se demande si c'est pas ça ce qui risque de se passer en France et en Europe, et s'il n'y a pas là une opportunité à saisir, d'autant plus qu'il voit bien que juste de l'autre côté des Pyrénées, Pablo Iglesias, qui a été formé aux jeunesses communistes à partir de 14 ans, a décidé de s'émanciper justement d'Izquierda Unida, du parti communiste entre guillemets espagnol, pour créer sa propre organisation. Et de fait, ça a marché. On peut quand même constater qu'il y a environ, c'est difficile à évaluer, mais il y a plus de 500 000 personnes qui ont cliqué pour soutenir sa campagne en 2017. J'estime qu'il y a environ une centaine de milliers de personnes qui, quand même, pendant plusieurs mois, ont milité sur le terrain pour cette candidature. Et quand on voit qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique en France qui réunit 100 000 militants, je parle de militants, des gens qui participent à des réunions, des actions locales, pas des adhérents. Eh ben, on se dit quand même, il a réussi, même si ça a été bref, même si ça a été juste le temps d'une campagne présidentielle, il a réussi à faire revenir au militantisme un certain nombre de personnes. Et ces gens, du coup, méritent qu'on s'intéresse à eux pour essayer de comprendre d'où ils viennent, quelles sont leurs trajectoires, quelles sont leurs visions du monde, quelles sont leurs activités militantes. Oui, sur l'écosocialisme, c'est tout à fait étonnant parce que ce que j'observe, et c'est le paradoxe que vous mentionniez, c'est que au fur et à mesure des années, et notamment, il y a un indicateur qui permet de s'en apercevoir, c'est quand on compare le programme de 2012 à celui de 2017, il y a vraiment un approfondissement de la thématique écologique et qui est même très étroitement noué à la question de la justice sociale. Et donc c'est notamment ça
qu'on appelle l'écosocialisme, avec en 2017 par exemple la sortie du nucléaire, alors qu'en 2012 il était plutôt question de faire un grand référendum sur le nucléaire, avec la constitutionnalisation de la règle verte, avec 100% d'énergie renouvelable en 2050, avec aussi des thématiques tout à fait nouvelles qui apparaissent en 2017 comme aller vers une alimentation moins carnée. On se souvient de Jean-Luc Mélenchon, ça c'était pour la petite histoire, mais dans Gala me semble-t-il avec sa salade de quinoa, mais en vrai il y a un approfondissement des thématiques. Et en même temps, au même moment, on voit que la référence et l'étiquette d'éco-socialiste qui était fortement mobilisée à l'époque du parti de gauche, c'était le triptyque du parti de gauche, c'était écologie, république, socialisme. Le drapeau d'ailleurs, il était rouge et vert. Il était rouge au départ et puis très rapidement, il devient rouge et vert. Eh bien, en fait, ces références-là vont être pour le coup abandonnées. Pourquoi ? Je crois que c'est simplement pour des questions de lisibilité. L'écosocialisme est un terme qui est bien connu dans les milieux militants et puis intellectuels, mais qui, testé à une échelle assez large, est mal compris à tel point qu'on, quand on en demande une définition, on entend par exemple souvent que éco renvoierait plutôt à économie, alors que c'est écologie dans l'écosocialisme. Donc il y a des malentendus sur les termes. Et ça, si vous voulez, les dirigeants de la France Insoumise en sont parfaitement conscients. Ils font un travail que moi j'ai perçu là-dessus, mais perçu sur tout un tas d'autres sujets. Il y a un vrai, c'est des communicants, et c'est des bons communicants qui testent en fait leur mot valise, leur mot cible pour savoir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Ils ont commandent des sondages aussi pour évaluer leurs mesures, savoir si elles sont bien comprises, bien acceptées de la population. Et donc en ce sens-là, parce que vous demandiez à Arthur, est-ce que finalement le populisme constitue une menace qui pourrait peut-être venir dynamiter l'ordre politique, voire même l'ordre social ? Bon, par bien des aspects, moi j'ai le sentiment que c'est davantage un correctif, c'est-à-dire un type de mouvement qui va essayer de faire fonctionner correctement la représentation politique en envoyant dans les assemblées des gens qui ont un salaire médian. Et c'est vrai, à Podemos, à Syriza, à la France Insoumise, on a des parlementaires qui, avant de devenir parlementaires, avaient un salaire égal au salaire médian de la population, qui exerçait des métiers plutôt représentatifs, des métiers qui s'exercent aujourd'hui. Et donc ces gens ils sont baignés dans leur époque, essayent plutôt de colmater les brèches de la démocratie représentative, y compris en reprenant, je parlais de la communication à l'instant, c'était ça le fil de ma pensée, c'est les recettes de la communication politique qui sont utilisées partout aujourd'hui, elles sont utilisées.